Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire du Reprend. Le Reprend, c'est le réseau pathologie respiratoire agricole national. Le Reprend, un service de la mutualité sociale agricole au service des travailleurs et travailleuses agricoles qui rencontrent des maladies liées à leur travail. Troisième webinaire, les deux premiers, nous avons accueilli deux pneumologues et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir proposé à Abiba Amari et Romain Abo de présenter leur métier et leur travail en lien avec les maladies respiratoires agricoles. Abiba et Romain sont conseillers médicaux en environnement intérieur. Ils vont nous faire part dans quelques instants de cas pratiques de pathologies professionnelles pulmonaires. Aujourd'hui, nous sommes très nombreux, notamment hors réseau MSA, puisque nous accueillons des membres des CHU, des biologistes. Bienvenue à vous, merci de votre présence. Je vous rappelle que vous n'avez pas la possibilité de prendre la parole pendant le webinaire, mais vous pouvez poser vos questions dans le chat et je me ferai le relais de ces questions à la fin de l'intervention. Nous avons 45 minutes et maintenant, je vous donne la parole à vous, Romain et Abiba. Merci beaucoup de votre présence ce matin. Bonjour, merci Yoann pour l'introduction, merci au Reprend pour l'invitation, on est ravis d'être là. Donc on va sans attendre, hein, on va vous présenter le rôle des conseillers médicaux en environnement intérieur avec Abiba. On vous parlera un peu de qualité de l'air intérieur également, et on vous présentera un cas pratique agricole, un à l'est et un à l'ouest. Alors qu'est-ce qu'un CMEI ? Le conseiller médical en environnement intérieur est un professionnel formé pour réaliser des visites dans l'environnement des patients, le plus souvent touchés par des maladies respiratoires, maladies allergiques ou maladies chroniques, qui est toujours en lien avec un médecin spécialiste, plutôt pneumologue ou allergologue. On n'intervient pas directement à la demande des particuliers, par exemple. Et dans les territoires, l'action est le plus souvent prise en charge par l'Agence régionale de santé. Donc on a suivi une formation qui s'appelle Santé respiratoire Habitat ou ailleurs, elle s'appelle Conseiller Habitat Santé. La formation traite donc des pathologies respiratoires en lien avec l'habitat, donc les maladies allergiques comme j'ai parlé, mais également les maladies chroniques comme la BPCO, les pneumopathies d'hypersensibilité, mucoviscidose. On traite également des polluants domestiques qu'on retrouve en lien avec des maladies respiratoires. On apprend à réaliser des prélèvements de polluants et de poussière. On propose également des méthodes d'éviction dans l'environnement intérieur pour le patient, hein, pour qu'il puisse se débarrasser de ce qui le gêne. On connaît forcément la réglementation un petit peu sur l'air, et on a une connaissance aussi des partenaires institutionnels, notamment dans tout ce qui est domaine de l'habitat pour la rénovation, voire l'insalubrité, hein, ce qui peut arriver quand même assez régulièrement. Donc un petit exemple sur la maladie asthmatique, hein, donc, qui est une maladie chronique liée à une inflammation des bronches, qui va entraîner une hyperréactivité à certaines substances. Hein, donc c'est ces substances-là que nous, on va être amenés à rechercher dans l'environnement. Donc voilà, c'est une maladie qui touche quand même 4 millions de personnes en France et dont on connaît les principaux facteurs de risque, hein, donc vous les avez là, les allergènes, les expositions aux produits, le tabac, la pollution de l'air, l'obésité. La maladie allergique, elle est considérée comme la 4e maladie dans le monde, elle touche une personne sur 3 en France quand même, et on considère que d'ici 2050, la moitié de la population sera concernée par des problèmes allergiques. Donc ici, vous avez les principaux allergènes de l'intérieur, hein, donc avec les acariens, les blattes germaniques, hein, les animaux, les moisissures et certaines plantes d'intérieur comme le ficus par exemple. Donc on réalise des enquêtes environnementales qui ont pour but de rechercher un ou plusieurs facteurs aggravant la maladie. La visite sur place, ça facilite l'échange un peu avec le patient, hein, contrairement aux consultations, on n'a pas forcément beaucoup d'éléments. Et on peut discuter un peu plus avec le patient sur ses habitudes de vie, aller visiter son terrain, ses activités, ses ateliers par exemple. On s'aide d'un questionnaire standardisé pour relever les caractéristiques du bâtiment et faire des prélèvements. Et enfin, donc la visite porte sur le logement, mais également on peut s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur, notamment les sources de pollution immédiates, comme le trafic routier par exemple. Donc ça ressemble un peu à une enquête policière. Après la visite, donc le patient est informé des conclusions de l'enquête, de ce qu'on peut lui proposer comme conseil d'éviction chez lui, hein. Donc il y a un compte rendu qui est établi avec les résultats d'analyse et les conseils qui est transmis aux patients, aux médecins. Et on s'aide de beaucoup de supports d'information validés sur tout ce qui est santé environnementale.
Et donc là, je vous ai mis l'exemple d'une application qui s'appelle RecoSanté et qui, en fait, qui diffuse la qualité de l'air ambiante, hein, les pollens et le radon également. Les prélèvements, je vais passer la parole à Abiba, qui va vous expliquer un peu ce qu'on fait. Alors bonjour à tous. Effectivement, le CMUI a à sa disposition divers types de matériel pour compléter son diagnostic environnemental, comme par exemple le kit Acaritest qui nous permet de prélever de la poussière dans les différents supports avec lesquels le patient est en contact et qui permet vraiment de mesurer l'exposition du patient aux allergènes d'acariens, différents types de matériel pour les prélèvements de moisissures que je vous décrirai après. Des prélèvements de polluants chimiques, composés organiques volatiles, des COV, comme par exemple les tubes radiélos qui permettent de mesurer la famille des benzènes, toute la famille ce fameux formaldéhyde qui pose problème dans les logements. Également le canister, qui est une espèce de bonbonne qui permet d'analyser une quarantaine de composés organiques volatiles et qui sont pris en charge par les différents ATMO de notre région. Ensuite, différents types de matériel, comme par exemple pour prélever le monoxyde de carbone, le CO2, la température, l'humidité par des hygromètres. Ça nous donne vraiment des indications en termes d'humidité, voir s'il y a par exemple une fuite dans le logement en direct. Ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, les moisissures, je vais décider d'en faire une diapo entière parce que c'est important. On a énormément de demandes puisqu'on a affaire à pas mal de logements qui présentent des problèmes entre guillemets d'insalubrité. Donc, on a la possibilité de faire des prélèvements d'air grâce au massant ou le bioimpacteur, peu importe, avec des géloses qu'on met dans l'impacteur qui nous permet de prélever de l'air qui est ensuite analysé par le laboratoire de parasitologie des différents CHU, notamment sur Besançon et également l'hôpital où travaille Romain. Des prélèvements de surface qui viennent compléter ces prélèvements d'air. Donc, il y a un protocole. À partir de 3 mètres carrés, on va faire des prélèvements de surface avec des écouvillons. Des scotch tests qui permet également là, de compléter les prélèvements pour la recherche notamment d'alternariat, parce que le massant a ses limites également. Donc, des prélèvements de poussière grâce à ce qu'on appelle des capteurs électrostatiques qu'on pose chez le patient pendant 1 mois et qui permettent d'analyser également, d'apporter des informations très intéressantes complémentaires à ce massant. Donc là, on a vraiment la possibilité de rechercher tout type de moisissure dans l'environnement du patient et de poser un diagnostic, de donner des informations au médecin. Diapo suivante, merci. Voilà. Je passe la main à Romain. Donc, si on se place dans la peau d'un allergologue, par exemple, qui va un petit peu se renseigner sur l'intérêt des CMUI, donc lui, il va saisir un CMUI pour des motifs d'asthme, de rhinite, de conjonctivite, de problèmes respiratoires, pas forcément évidents. Pour lui, ça garantit en fait auprès du patient la connaissance et la diffusion des mesures d'éviction allergénique, hein, qui sont pas si connues que ça en fait par les patients allergiques. Et ça lui permet également d'avoir une bonne information sur le caractère délétère d'un logement s'il est en mauvais état, par exemple. Pour quel patient? Tout patient allergique, idéalement, hein, de son point de vue. De façon plus réaliste, des patients qui ont des symptômes respiratoires exacerbés dans leur environnement personnel et pour lesquels il peut y avoir une discordance entre le bilan allergologique et la clinique, et là, le médecin a besoin d'objectiver les choses. Quel intérêt pour lui? Ça confirme en fait la présence d'allergènes dans l'environnement du patient, les allergènes qui ont été identifiés en consultation allergologique, d'identifier d'autres sources de pollution et de relayer donc les messages de prévention. Ce qui est important pour lui, c'est le parcours de soins. Donc, selon l'allergologue, la visite est plutôt réalisée après bilan allergologique, hein, pour effectivement cibler certaines choses. Et également lorsqu'on va retrouver une exacerbation de la pathologie sans savoir pourquoi ou est-ce qu'on change de logement. L'allergologue donc trouve important de refaire une information en retour au CMUI pour éventuellement lui dire que le patient va bien ou qu'il va moins bien, par exemple. Alors, si on vous parle un petit peu de qualité de l'air intérieur, donc là, on vous a mis une coupe de logement avec des sources de pollution un petit peu qui sont catégorisées en 3 là sur la droite. Donc en couleur, vous avez le vert, par exemple, où on retrouve les matériaux de construction comme les peintures, les sols, les revêtements, qui vont émettre des polluants. Les équipements ventilation, chauffage, qui ont toute leur importance également dans l'air intérieur. Et puis le plus important, ça va être l'occupation. Comment on occupe une maison avec les habitudes de vie qui sont l'aération, par exemple, le ménage,
l'utilisation de produits, de tabac, de désodorisants, etc. Donc c'est là-dessus qu'on va pouvoir avoir une plus grosse variabilité de pollution. À l'extérieur, je vous simplement signale qu'on a aussi l'importance des sources extérieures de pollution, hein, comme le gaz d'échappement ou effectivement les milieux agricoles. Et au niveau du sol, on peut retrouver des zones avec des sols pollués ou des territoires concernés par le radon. En termes de qualité de l'air intérieur, donc elle a toute son importance, tout simplement parce que c'est une durée d'exposition importante. On passe la majorité de notre temps dans les lieux clos, hein, et les personnes sensibles y passent encore plus de temps, hein, comme les jeunes enfants ou les personnes âgées. Et puis là, on vous a mis un graphe qui sort d'une étude de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur en France, hein, qui est une des premières études qui nous a montré en fait que l'intérieur était parfois plus pollué que l'extérieur sur certains polluants. Donc là, on retrouve notamment les aldéhydes avec le formaldéhyde là, qui est en jaune. Ces études-là peuvent être retrouvées, hein, sur le site de l'OQAI si c'est des choses qui vous intéressent, y compris sur les durées d'exposition. Donc la qualité de l'air intérieur a un impact sanitaire élevé, hein, qui a été évalué par l'ANSES en 2014, hein, donc là c'est pas 2004, c'est 2014, et qui nous montre qu'on a une estimation de 20 000 décès par an en France pour 6 polluants majeurs, et avec donc les polluants principaux qui ressortent, c'est les particules fines, hein, qui sont responsables de maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, cancer du poumon, et qui ont un impact sanitaire élevé. Un petit focus sur le plan national santé-environnement 4, hein, qui vient d'être lancé en France et qui a pour vocation justement à améliorer un peu tout ce qui est les dispositifs et les outils d'amélioration de la qualité de l'air en France, notamment sur tout ce qui est acteurs du bâtiment, les étiquetages des produits ménagers, les vérifications de ventilation à l'achat et à la rénovation, et également la réalisation de nouvelles campagnes nationales logement, hein, de l'OQAI. C'est le résultat que je vous ai montré juste avant, donc il y a une nouvelle qui est déjà lancé. Voilà un petit peu en résumé. Donc je laisse la parole à Abiba pour nous présenter un peu l'organisation CMEI en Franche-Comté. Merci Romain. Donc nous, en Bourgogne-Franche-Comté, on est 3 CMEI, donc 2 de mes collègues, Martine Beauchaton et Laure Pressour, qui assurent le métier de CMEI sur la Bourgogne et qui travaillent à la Mutualité de française de Bourgogne. Et moi, qui m'occupe du territoire franc-comtois, donc je travaille au sein du réseau d'allergologie de Franche-Comté depuis 2001. Donc c'est une unité du CHU de Besançon avec des financements ARS, donc très impliquée dans tout ce qui est thématique liée aux problèmes de santé liés à l'environnement du patient, et également impliquée dans d'autres thématiques. Donc notre métier de CMEI en Bourgogne-Franche-Comté est valorisé puisqu'on l'a inscrit dans le cadre déjà du PRSC 2, mais également du plan régional de santé-environnement 3, avec 2 actions: prévenir les infections fongiques invasives liées au domicile des patients d'hématologie, c'est-à-dire que les médecins nous sollicitent lorsque le patient est hospitalisé, avant de le renvoyer à domicile, ils nous sollicitent pour une enquête environnementale complète, et faire des prélèvements spécifiques, car si nous trouvons donc des sources d'exposition aux moisissures, ça peut être vraiment dramatique pour ce type de patient. L'action 23, également proposer aux patients ayant des pathologies potentiellement liées à leur habitat, des audits de la qualité de l'air intérieur, donc par des CMEI. Donc c'est vraiment en collaboration avec le laboratoire de l'hôpital de Besançon de parasitologie, et l'action 23, c'est vraiment piloté par le RAFT. On est également inscrit dans le plan régional santé-environnement 4 pour compléter ce que Romain disait. Nous, on a vraiment une continuité de nos actions au niveau régional, action 21 et action 23, et d'autres actions côté des diététiciennes spécialisées en allergies alimentaires. J'aimerais vous parler également, toujours dans la continuité donc de valoriser le métier de CMEI, là au niveau national, et pérenniser une partie de l'activité CMEI, car ce métier rencontre des difficultés en termes de pérennisation et d'avoir des postes. Donc on est en train de mener une étude ANGEL, qui signifie allergie complexe, prise en charge globale, diététique et environnementale, qui fait partie des articles 51 financés par la loi de sécurité sociale. Et ça permet d'expérimenter 2 parcours de soins en allergologie en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, il va assurer une prise en charge globale et harmonisée pour favoriser l'autonomie du patient entre spécialistes libéraux ou hospitaliers et paramédicaux. Donc, inclusion des allergies aux acariens
côté CMEI, et inclusion des allergiques alimentaires, côté diététicienne spécialisée en allergies alimentaires, donc occupée, donc c'est les diététiciennes du RAP qui s'en occupent. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de la prise en charge du patient, d'optimiser des ressources médicales et paramédicales. Donc, on a vraiment le personnel médecin, diététicienne et CMEI qui va graviter autour du patient pour assurer une prise en charge globale. Donc, ça permettra aussi ça permet la rémunération des professionnels médicaux et paramédicaux. Donc, 5 ans d'expérimentation qui ont débuté en novembre 2021, 720 parcours allergiques aux acariens qui pourront également bénéficier de prélèvements de moisissures, de polluants chimiques bien évidemment, et 1125 parcours allergies alimentaires. Donc, la nouveauté de ce qu'il y a de nouveau et d'innovant dans ce parcours, c'est que vraiment, il y a des bilans réguliers qui sont faits tout au long du parcours sur 1 an, donc avec les médecins et le patient. Alors, l'expérimentation, si à la fin elle est positive et d'après les premières évaluations à mi-parcours, la majorité des patients observent une amélioration significative de leurs symptômes cliniques. Romain, la suite? Oui, pardon. Donc, à l'issue de l'expérimentation, si le dispositif est validé, donc ça aura vraiment la vocation d'être réplicable partout en France et d'avoir un remboursement par la sécurité sociale. Alors, Est-ce que ça marche, Abiba? Est-ce qu'il y a des ça bons marche résultats? très, très bien, comme je disais, Romain, là, dans le cours de la diapo. Donc, on a l'évaluation à mi-parcours qui a montré des résultats, une amélioration significative chez la majorité des patients pris en charge, qui sont inclus dans l'étude. Alors, on va vous présenter donc 2 cas de visite à domicile. Moi, je vais commencer, puis Romain prendra le relais. Donc, la première visite concerne une agricultrice de 54 ans. Donc, le contexte agricole, donc elle travaille, donc c'est une ferme agricole avec un élevage de vaches laitières, de cultures céréalières. Elle travaille sur l'exploitation avec son mari et la maison familiale est vraiment à proximité de la ferme, à moins de 50 mètres. Donc, le contexte santé, il y a eu un diagnostic de pneumopathie d'hypersensibilité, poumon de fermier, confirmé en 2016 avec une sérologie positive. A priori, des prélèvements de substrats réalisés par la patiente dans la ferme. Donc, il y a un protocole spécifique puisque le patient peut faire les choses lui-même au sein de la ferme et qui sont ensuite pris en charge par les laboratoires de parasitologie des différents CHU, avec une constatation par la suite, la patiente qui a constaté une nette amélioration de ses symptômes. Elle a rechuté durant l'automne 2021 avec des épisodes de dyspnée et de désaturation à l'effort. Donc, par la suite, la patiente ne s'améliore pas du tout malgré un arrêt de travail complet. Donc, elle ne fréquentait plus du tout le lieu de travail et un traitement par corticothérapie depuis plus de 2 mois. Alors, le pneumologue hospitalier de Bourgogne-Franche-Comté m'a sollicité pour une recherche d'allergènes spécifiques, donc là uniquement au domicile, pouvant être à l'origine d'une PHS domestique ou recherche d'antigènes de la ferme présents dans le logement. Donc, une enquête a été réalisée uniquement au domicile. On ne s'est pas occupé du lieu de travail de la ferme de la patiente et des conseils d'éviction personnalisés, également pour lui donner des conseils d'éviction personnalisés. Alors, l'enquête environnementale a mis en évidence divers types de dysfonctionnements dans le logement. Donc, le médecin a vraiment bien fait d'envoyer une CMU à domicile, d'où l'intérêt vraiment d'avoir un regard sur l'intégralité du logement du patient, qui a tendance à le sous-estimer au niveau des problématiques. Donc, la patiente vit dans une maison individuelle depuis 2001, construite en 2000, donc plutôt une construction récente. Donc, j'ai observé donc vraiment une absence de renouvellement de l'air intérieur dans un logement équipé de fenêtres avec du double vitrage. La VMC est en panne, pas d'entretien voilà, du système de ventilation. Donc, il y a vraiment une notion de confinement de la patiente dans ce logement. Donc, elle utilise divers désodorisants en tout genre. Donc là, il y a vraiment un problème d'occupation du logement également, qui peuvent être à l'origine d'irritation ou d'allergie des voies respiratoires. Donc, une très forte odeur de fioul est constatée dans la partie d'habitation de la maison. Donc, la maison est chauffée au fioul.
Donc ça peut vraiment être aussi en lien avec un problème de ventilation, notamment au niveau du sous-sol et de la maison, voilà. Donc c'est pertinent au niveau de ce qu'on a observé au niveau du système de ventilation qui est en panne. Un dégât des eaux anciennement dans la chambre de la patiente ainsi que dans le couloir, donc vraiment, a priori un problème de toiture. Ça, c'est vraiment lors de la consultation préliminaire téléphonique, la patiente a vraiment sous-estimé ce type de problème. Elle nous en a pas du tout parlé malgré la question qu'on lui avait posée. Et le logement présentait donc d'importantes taches de moisissure, notamment dans la chambre de la patiente, la salle de bain et le sous-sol. Des prélèvements d'air ont été réalisés, donc qui montrent une atmosphère très fortement contaminée par les moisissures dans le logement et très fortement contaminée au niveau du sous-sol, avec l'identification de différentes sources de moisissures qui peuvent être responsables d'allergies et d'irritation des voies respiratoires. Donc, les actinomycètes, qui sont un type de moisissure, n'ont pas pu être recherchés. Donc, la patiente, au niveau sérologie, y était positive parce qu'elle ne nous a pas renvoyé le boîtier de poussière qui vraiment permet justement une identification plus précise de ces moisissures. À la suite de ces prélèvements, donc on a proposé des conseils d'éviction à la patiente. Donc bien évidemment, remettre en fonctionnement donc l'appareil respiratoire de la maison, donc la ventilation, de l'entretien régulièrement, y compris d'améliorer la ventilation dans le sous-sol et d'assurer une aération quotidienne déjà du logement. D'éliminer les moisissures au domicile avec bien évidemment un protocole spécifique qui est donné aux patients, de faire très attention à la tenue de travail de son époux lorsqu'il les ramène à la maison, notamment en se protégeant avec des masques FFP2 pour manipuler ses habits. Elle n'a pas d'autre solution, c'est elle qui s'en occupe pour les laver. Et également lorsqu'elle a des travaux poussiéreux, et puis de contacter le réseau Reprend pour un accompagnement supplémentaire et qui prendra la suite du dossier, en collaboration avec le médecin demandeur. Je laisse la main donc à Romain, qui va vous présenter le deuxième cas. Voilà, donc dans les Pays de la Loire, donc l'action CMUI vient également du Plan national santé environnement 3. Et donc nous sommes répartis sur les différents CHU de la région. Donc on a historiquement Aurélien Riodel qui s'occupe des 3 départements, dont 2 ruraux, le Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe. Donc moi-même j'interviens sur la Loire-Atlantique depuis quelques années maintenant. Et on a Anne Levillain qui nous a rejoint l'année dernière et qui travaille au centre hospitalier de Vendée. Je vais vous présenter donc un cas, donc il s'agit d'un agriculteur de 68 ans, donc il est un petit peu, il est sur le départ, mais bon, il travaille encore dans la ferme qui est gérée maintenant par son fils. Donc c'est une ferme qui se trouve dans le vignoble nantais, donc un petit élevage de 45 bêtes avec de la culture de céréales. Et donc il travaille sur l'exploitation de son fils. Il ne vit plus dans l'exploitation depuis une dizaine d'années. Il est également diagnostiqué de PHS, donc pneumopathie d'hypersensibilité. Donc je ne sais pas si c'est vrai qu'on n'a peut-être pas explicité la pathologie, mais c'est une pathologie qui est liée également à une substance de l'environnement et qui va occasionner des problèmes respiratoires parfois sérieux, puisque ça peut amener à la fibrose pulmonaire. Donc une PHS qui a été diagnostiquée il y a longtemps. Son essoufflement semble s'accentuer récemment avec des épisodes de dyspnée aiguë suivant une exposition aux poussières de foin, parfois accompagnée de fièvre. Les protections respiratoires ne sont pas portées malgré les recommandations de son pneumologue et il est suivi en libéral. Donc la demande du médecin. Donc nous, ce qu'on reçoit, c'est ça, hein, c'est la demande d'évaluation CMUI pour authentifier les sources d'aérocontaminants problématiques et orienter les mesures d'éviction. Donc ça parle ni de la ferme ni du logement. Donc voilà, dans la tête du pneumologue, c'est pas forcément distinct. Hein. On va privilégier quand même l'enquête environnement sur l'habitation et on va donc délivrer des conseils d'éviction qu'on espère adaptés. Donc l'enquête environnementale nous montre que le patient vivait sur son exploitation jusqu'en 2012. Il a ensuite déménagé dans une maison qui se trouve à distance, à plus de 2,5 km. Il continue à travailler tous les jours avec son fils. Il n'y a pas eu d'aménagement particulier par rapport à sa pathologie et la protection respiratoire notamment. Et il se trouve qu'il y a pas mal de questions là-dessus sur à quel moment je porte mon masque, est-ce que je dois le porter toute l'année, etc.
Il identifie quand même un substrat donc sur la ferme, hein. Il identifie un substrat qui s'appelle la rouche, hein, localement. C'est des roseaux qui sont récoltés pour le paillage des stabulations, donc on imagine un peu le matériau humide. Et il évite une machine pailleuse qui produit beaucoup de poussière, hein. Il laisse la place à son fils pour faire ça, mais bon, est-ce que c'est forcément une bonne idée? On ne sait pas trop. Au domicile, il n'y a pas grand-chose hormis une literie particulièrement ancienne, hein, et un matelas donc, qui provient de l'ancienne maison qui se trouvait sur l'exploitation. Donc ça nous intéresse, puisque c'est un peu le lieu des allergènes divers et variés. Et on a des moisissures aussi identifiées dans une pièce de la maison. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à une analyse sur poussière du domicile, hein. On est bien sur le domicile avec un capteur à poussière qui a été explicité tout à l'heure par Abiba. Donc c'est un capteur à poussière qui va rester en place pendant 4 semaines dans la chambre du patient. Ensuite, les matières vont être lavées en laboratoire et analysées par PCR, donc sur 14 cibles préalablement identifiées, hein, des cibles de poumons de fermier et de poumons domestiques. Et donc les résultats sont exprimés avec des classes de contamination que vous avez sur la droite. Là, donc vous avez, la PCR nous a donné les résultats suivants, donc les classes de 1 à 5, la classe 1 étant la plus faible et la 5 la plus élevée. Donc on a des moisissures au domicile, hein, avec des contaminations assez élevées en Alternaria et en Aspergillus. On a des acariens également, mais de stockage, hein, Acarif siro, donc ça confirme plutôt une empreinte agricole, on va dire. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est les cibles poumons de fermier, donc qui sont vraiment celles qu'on recherche dans cette pathologie-là, avec des classes 5, donc en présence exceptionnellement importante. Et donc là, ce qu'on retrouve, l'Ictemia et puis Eurotium en classe 5, c'est des champignons. On avait l'Emia également qui est en classe 4, qui est un champignon. Donc là, on confirme en fait que dans son domicile, on a toujours une exposition aux allergènes de poumons de fermier, hein, à des concentrations que nous dit le laboratoire, qui correspondent à des logements de patients agriculteurs, témoignent d'une contamination en lien avec une activité agricole. Donc voilà, cette personne-là, en fait, même s'il était véritablement parti en retraite, il serait toujours exposé chez lui à ces allergènes-là, donc on peut considérer qu'il a ramené un peu la ferme à la maison, d'un point de vue microbiologique. Donc ce qu'on va proposer pour ce monsieur, ça va être l'éviction de la literie contaminée, d'éliminer les moisissures au domicile, là ça va pas poser trop de soucis, et puis également on va essayer de revoir avec lui un petit peu aussi, de le motiver sur les protections au niveau de la ferme, et on l'oriente, on l'encourage à contacter le service de santé au travail, plutôt je pense de la MSA. Hein, pour un accompagnement sur place, parce qu'il y a son fils également qui travaille avec les mêmes matériaux. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire sur les cas pratiques agricoles qui ne sont pas forcément notre cœur de métier, hein, mais qui peuvent nous arriver quand même régulièrement. Bien, merci beaucoup à tous les deux pour ces présentations. L'intérêt, nous, je pense qu'on a vu quand on a échangé ensemble au niveau du reprend, c'est effectivement l'investigation du domicile, qui est une question fondamentale dans la contamination et dans la diffusion des maladies respiratoires. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, au niveau du reprend, on a des personnes qui nous appellent de France entière, travailleurs agricoles, et qui vont évoquer forcément leur lieu de travail, parce que c'est la source première de leur contamination, mais souvent, on se rend compte aussi qu'il y a une déviation des aérocontaminants, puisqu'ils peuvent rentrer à la maison chez eux avec les outils de travail, avec les habits, et finalement que année après année, on a vraiment des situations qui s'installent dans la durée et qui sont problématiques. Alors, je vois que vous n'avez pas posé de questions dans le chat, peut-être parce que vous étiez absorbé par les explications. Vous avez encore la possibilité de le faire, on a encore un peu de temps. Il suffit d'aller dans questions-réponses et on pourra vous les relayer en direct. Moi, je me positionne et je me mets à la place d'une caisse locale de MSA, puisqu'aujourd'hui, on en a plusieurs de représentés. Imaginons, on a la MSA Vendée qui est aujourd'hui avec nous. Comment on fait, Romain, pour vous contacter et comment ça fonctionne, en fait, la saisine? La question est pour moi, Yoann? Oui, pardon, j'ai dit Romain à la fin. Oui. Ouais, tout à fait. Vendée, Pays de la Loire, j'ai fait l'assimilation. Donc c'est vrai que nous, on travaille pas en direct avec les MSA, quoique des fois ça peut se faire, hein, mais le circuit à privilégier, en fait, c'est celui du circuit médical, hein, c'est-à-dire que la MSA, sur une pathologie pulmonaire, parce que c'est de ça qu'on parle,
va solliciter le médecin pneumologue du CHU ou autre, ou vice-versa, c'est-à-dire que le pneumologue peut prendre la tâche également de la MSA pour un patient particulier. Et le CMEI rentre dans la discussion entre les deux professionnels, si besoin d'aller voir le logement, par exemple. Mais ça nous semble important de maintenir en fait le médecin pneumologue référent dans la boucle. On a une question de Marion qui nous dit « Bonjour, quel est le parcours de formation des CMEI ?» Abiba. Allez, Abiba. Le parcours de CMEI, alors il faut a priori avoir au moins un bac+2, donc un niveau technicien, et intégrer le diplôme santé respiratoire dont vous a parlé Romain, donc qui se fait à Strasbourg depuis déjà plusieurs années. Voilà, donc à la fin de cette formation, on peut devenir conseiller médical en environnement intérieur. Il y a également une autre formation, a priori, possible sur Marseille, si je ne me trompe. Si Martine Haute est derrière son écran, peut-être qu'elle pourra préciser si c'est encore d'actualité ou pas. Mais voilà, il y a vraiment Strasbourg ou Marseille où on peut voilà, intégrer ce type de diplôme. Merci Abiba. Alors, on a Anne-Sophie qui nous dit « Bonjour, à quel laboratoire envoyez-vous le collecteur de poussière? Et est-ce que vous ciblez vous-même les critères de recherche ?» Alors, le capteur électrostatique est envoyé à l'hôpital de Besançon au service de parasitologie, donc c'est vraiment le laboratoire. C'est eux qui travaillent là-dessus, qui sont initiés, qui sont vraiment équipés pour ce type d'analyse. Voilà, ça permet d'identifier pas mal, c'est très simple à poser. Après, ça représente un coût. Hein, c'est à peu près un peu moins de 200 € l'analyse, donc c'est pas donné, mais ça donne des informations très précises sur certains types de moisissures. Voilà, en sachant qu'on ne peut pas se passer quand même des prélèvements d'air en étant équipé, mais ça donne quand même certaines idées du niveau de contamination. C'est moins précis qu'un prélèvement d'air dont je vous ai parlé. Voilà. Et à Nantes, figurez-vous qu'on on s'adresse au même laboratoire à Besançon, qui est le spécialiste non seulement des PHS, mais aussi des analyses de ce type-là. Merci beaucoup. Une autre question, est-ce que les PHS peuvent être dus à une exposition chimique? Est-ce que vous avez des cas? Et question subsidiaire à laquelle je pourrais répondre, est-ce que le Repren fait du suivi à distance? Je peux répondre pour le Repren. Oui, bien sûr, le Repren fait du suivi à distance. Nous avons un médecin du travail dédié sur le réseau qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est le docteur Jean-Michel Lornay. Et notre travail, nous, après orientation via des services soit de MSA, soit des services hospitaliers ou des libéraux, c'est d'accompagner le patient et le malade sur les conseils pour vivre au mieux et comprendre la maladie et trouver des solutions d'adaptation aussi, notamment en matière de protection avec des masques. Tout ça, évidemment, en lien étroit avec tous les services santé-sécurité au travail des MSA, puisqu'en aucun cas, nous nous substituons au travail qui est fait en local. Alors, la question revenait sur est-ce que l'exposition chimique peut être à l'origine des PHS? Est-ce que vous avez une réponse à ça? Romain, tu avais la parole, je peux la garder. Allez, donc si la question sur les produits chimiques. Oui, alors la problématique des PHS, c'est que c'est vraiment, il y a un catalogue d'antigènes qui est assez incroyable et qui ne cesse d'augmenter, hein, donc on est un petit peu, tout est possible, hein, c'est un peu comme en allergologie. C'est souvent quand même plutôt des substances d'origine microbiologique, hein, mais en produits chimiques, je crois qu'il y en a un qui, en tout cas, qui a été établi, c'est les isocyanates en industrie. Hein, donc ça a été établi effectivement que l'exposition aux isocyanates pouvait occasionner des PHS. Et ensuite, après, si la question porte plutôt sur les pesticides, là, malheureusement, je n'aurais pas d'éléments de réponse certains. Ce qu'on peut faire aussi par rapport à cette question, n'hésitez pas à revenir vers le Repren. On va prendre en compte cette question et on peut vous apporter une réponse un petit peu plus argumentée en fonction effectivement de la biblio qu'on aura pu trouver sur le sujet. Marie. Alors Marie, elle nous dit qu'elle est dans l'Aube. Elle vient de chercher un CMEI sur le site internet et elle ne trouve le plus proche de chez elle, c'est Strasbourg. Est-ce qu'il y a des acteurs plus proches et peut-être que ça pose la question du maillage territorial des CMEI? Qu'est-ce que vous en pensez, Abiba? Alors effectivement, alors je ne sais pas la carte, je ne sais pas Romain si elle est à jour ou pas. Effectivement, malheureusement, il y a des postes qui ne sont plus occupés par des CMEI par manque de financement.
Et donc ça, c'est problématique. C'est pour ça qu'on essaye de se battre pour avoir des financements pérennes et justement pouvoir assurer le financement d'autres postes de CMEI un peu partout en France, alors qu'actuellement, c'est très inégal d'une région à l'autre. Je ne Oui, saurais alors, pas répondre du coup, dire s'il y a un CMUI vraiment proche de chez elle, mais si la carte de France ne l'indique pas, c'est que malheureusement, c'est qu'il n'y en a pas qui sont en poste. Voilà, il n'y a pas de alors, CMUI. oui, et c'est possible quand même de contacter Strasbourg parce que je pense que Mm. il y a peut-être des choses qui sont en place pour couvrir certains territoires. Il ne faut pas hésiter à rappeler les CMU les plus proches, comme vous dites, pour en savoir un peu plus que la carte qui est sur le site internet, normalement, le principe qui est à jour. Christelle nous demande quel est le protocole recommandé pour enlever les moisissures du domicile. Est-ce que Romain Abiba, tu veux ou le lancer ou Abiba. Ouais, si tu veux, écoute, il n'y a pas de souci. Alors, quand on parle d'enlever les moisissures chez le patient, donc bien évidemment, il y a un protocole. Donc déjà, il ne faut pas que ça soit fait dans la mesure du possible par le patient, bien évidemment. Il faut vraiment que lors de la désinfection, donc qui se fait avec avec quelque chose de très simple, de pas cher, de la javel diluée dans de l'eau. Donc ça permet vraiment de désinfecter de façon très efficace les surfaces, avec aérer l'habitat et bien évidemment porter des masques respiratoires adaptés, donc de type FFP2. Voilà. Mais surtout de bien aérer, puis avec un rinçage derrière sans détrempage des surfaces à l'eau pour pas qu'il y ait de résidus de chlore qui peuvent un petit peu irriter, quoi. Donc voilà. Et surtout bien aérer. Et améliorer derrière la ventilation, j'insiste. À propos de ventilation, Abiba, il y a quelqu'un qui est taquin qui dit Abiba, ton plafond virtuel semble humide. C'est pas vrai, oui, tout à fait, mais non. Mon plafond n'est pas humide. Alors nous avons une information à vous apporter. Quelqu'un vient de nous dire qu'il y a une CMEI dans l'Aube, portée actuellement par MSA Service Sud Champagne. Ah bah, incroyable. Voilà. Ouais. Donc une question, une réponse. Voilà. Voilà. Est-ce que vous faites le lien avec les services de santé au travail de la MSA dans vos activités, ou est-ce que vous aimeriez bien le faire si tel n'était pas le cas? Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'effectivement, notamment les médecins hospitaliers auraient fortement intérêt à se rapprocher un petit peu en milieu rural, bien entendu, de ces services-là. Nous, on le fait déjà sur l'orientation des patients concernés, en disant qu'ils ont ces services-là et des professionnels à leur disposition pour mettre en place des aménagements. Mais effectivement, ce serait, je pense, une bonne idée de se rapprocher pour améliorer tout ça, je pense, ouais. Sandrine de la MSA Lorraine demande si vous faites ou si vous avez déjà fait des prélèvements de poussière lors du paillage agricole. Là, on n'est plus au domicile. Bon, je peux essayer une réponse. Disons que nous, notre matériel et nos modes de prélèvement sont vraiment destinés à l'habitat, qui a une catégorie de pollution maximum et minimum. On sait à peu près ce qu'on va retrouver et ce qu'on peut retrouver en polluant, notamment en particules fines ou en poussière. Si on utilise les mêmes protocoles et les mêmes instruments pour faire des prélèvements sur une exploitation agricole, en fait, on va ruiner notre matériel et puis on aura des résultats qui vont dépasser en fait complètement nos seuils habituels domestiques. Donc c'est pas du tout les mêmes protocoles et le même matériel pour faire des analyses là qui seraient plutôt en analyse de poussière sur poste. Donc là on est plutôt sur du registre matériel professionnel, enfin en milieu professionnel quoi. Enfin, c'est pas du tout les mêmes polluants et surtout les mêmes quantités quoi. Alors, je compléterai, je ne sais pas si vous m'entendez, je compléterai donc la réponse de Romain. En fait, il n'y a pas grand intérêt d'utiliser notre matériel pour faire des prélèvements sur site, effectivement, parce qu'on sait qu'on aura effectivement des taux d'exposition très importants aux moisissures, mais justement, l'intérêt, justement, ce qui peut dégrader la qualité, donc sur une exploitation, la qualité de l'air, c'est la qualité des substrats que manipule le patient. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment faire des prélèvements directement sur le foin, sur l'alimentation du bétail et autres, et d'envoyer ça au laboratoire directement pour des analyses en direct avec le laboratoire, quoi.
Donc, il pourra également faire, à partir de ça, préparer des extraits pour recherche sérologique également. Et que le patient peut faire lui-même. Très bien, merci pour ces compléments. Alors, je vois que la salle des questions s'est arénée et il nous reste 5 minutes. Je ne sais pas si vous souhaitez apporter, vous, un mot de conclusion, un mot d'avenir peut-être sur les liens entre CMEI et MSA, puisque c'est quand même l'objet de notre échange de ce jour. Demain, à Biba, quel serait le monde idéal entre MSA, conseiller médical en environnement intérieur, et pneumologie? C'est qu'on continue de travailler étroitement, de développer peut-être un peu plus cette activité de penser voilà, au CMU quand il y a une nécessité d'intervenir, notamment dans les habitats. Après, c'est vrai que nous, au niveau à Besançon, c'est quand même quelque chose qui fonctionne très bien depuis plusieurs années. Voilà, mais de pouvoir également proposer ça à d'autres CMU qui sont en poste, à d'autres patients, à d'autres médecins dans d'autres régions également, qui est vraiment cette collaboration qui se développe entre tous les corps de métier. Romain, peut-être, une phrase de conclusion? Oui, merci Yoann. Alors moi, dans l'idéal, ce serait d'organiser une journée Répran dans les Pays de la Loire avec, pourquoi pas la Vendée, hein, si la MSA est présente, pour justement faire un petit peu ce qui avait été fait dans les territoires sur des rencontres de professionnels sur une exploitation avec autour d'un patient, par exemple. Ça me semble assez idéal, ça. Eh bien, ça, c'est une très bonne idée. Effectivement, j'allais justement en parler après, mais simplement une nouvelle question qui vient de nous arriver. J'en profite parce qu'il nous reste encore un petit peu de temps. Bonjour, les médecins généralistes peuvent-ils vous adresser un patient? Alors, je vais essayer d'apporter un semblant de réponse aussi, et puis je laisserai Romain compléter. Alors, on peut intervenir sur la demande du médecin généraliste, mais il va nous manquer certaines informations importantes. Le bilan allergologique réalisé par un médecin spécialisé est vraiment important parce que ça permet d'écarter ou d'apporter des éléments supplémentaires au CMEI et donc d'assurer une meilleure prise en charge du patient. Voilà, notamment s'il y a une allergie aux moisissures ou à une autre substance, quoi. Ça, c'est vraiment important et d'ailleurs, on le demande systématiquement lors des demandes des médecins. Le médecin généraliste, après, ce qui peut être intéressant effectivement, bien qu'on soit quand même carencé si on n'a pas les résultats du bilan, c'est, voilà, il peut nous demander en cas de problème, par exemple, d'humidité dans le logement. C'est déjà arrivé que j'intervienne directement en direct suite à la demande du médecin généraliste, sans qu'il y ait forcément de bilan allergologique de fait. Mais on reste carencé. Ouais, voilà, moi j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que dans la présentation tout à l'heure, on a vu le point de vue de l'allergologue, en fait, qui nous parlait de parcours de soins et qu'il plaçait, en fait, cette intervention-là bien après un diagnostic précis et clinique et allergologique. Donc je pense que c'est vraiment la place du CMU, elle est là. Et le médecin généraliste, lui, il peut tout à fait orienter sur un spécialiste Spécialiste, exactement. également. Une question technique qui vient de nous arriver. Vous avez une revue T62 de l'INRS, le doc allergologie, pneumologie professionnelle, qui fait le point sur les PHS professionnels. C'est plus une information qu'une question. Quel est le coût d'une intervention et quel est le remboursement? C'est la question de la fin. Alors chez nous, dans le Pays de la Loire, donc l'action est intégralement prise en charge par l'Agence régionale de santé et les CHU. Hein, donc on n'a pas estimé en fait le coût précis d'une intervention. Ça a été fait ailleurs, mais nous on l'a pas fait. Et du coup l'intervention, donc c'est une prise en charge globale. Donc l'intervention est complètement, elle est prise en charge complètement pour le patient. Donc il y a pas de, c'est pas facturé, c'est pas avancé, quoi. Alors, nous, pareil, en Franche-Comté, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est pris en charge par des financements ARS, donc le patient n'a rien à régler, ni le médecin. Et les parcours de soins allergiques aux acariens sont pris en charge dans le cadre de l'article 51, donc de l'étude Angèle. Et pareil en Bourgogne. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses et ces précisions. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible très rapidement sur YouTube, sur la page du Reprend. Je vous rappelle également, pour boucler avec ce que proposait Romain, que le Reprend peut venir à votre rencontre et organiser justement des journées régionales autour des maladies respiratoires agricoles en associant les services santé sécurité au travail,
les professionnels de santé libéraux et également les hospitaliers et donc forcément désormais les CMEI. La Sud-Aquitaine a pu bénéficier de cette journée l'année dernière. L'idée, c'est de venir au plus proche pour resensibiliser sur ces questions-là et pouvoir ensuite créer un réseau local qui permette de prendre en charge les assurés agricoles. Merci beaucoup à vous deux pour vos interventions. Merci pour vos nombreuses questions. Nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt pour un prochain webinaire du Reprend.